avec le président Pierre Nkurunziza. En cette veille électorale au Bénin, le docteur théologien et géopolitologue Emmanuel Sédégan invite la population à ne pas tomber sous le charme des acteurs politiques. Enfin, Mogadiscio, la capitale somalienne, a été le théâtre ce vendredi soir d'un double attentat qui a visé un hôtel et un jardin. On déplore au moins 12 morts. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition que nous ouvrons par le Niger où la Commission électorale nationale indépendante CENI a publié ce vendredi les résultats globaux provisoires des élections présidentielles du premier tour et législatives. Le président sortant Issoufou Mahamadou n'est pas passé au premier tour comme il le souhaitait. Il y aura donc un deuxième tour le 20 mars prochain. Ainsi donc, Issoufou Mahamadou sera face à Ama Amadou qui est en prison pour une affaire présumée de trafic de bébés. Ils ont recueilli respectivement 48,41% et 17,71%. C'est un reportage de notre correspondant au Niger, Abdul Karim Mahamadou. Le deuxième tour s'impose pour l'élection présidentielle au Niger. Le président Issoufou Mahamadou, qui espérait passer dès le premier tour, n'a pas obtenu la majorité absolue lui permettant de réussir le un coup KO. Il a obtenu un peu plus de 48% des suffrages exprimés valables face à son challenger qui se trouve en prison, Hama Amadou, qui a recueilli un peu plus de 17%. Hama Amadou, 826 711 voix, soit 17,79%. Issoufou Mahamadou, 2 249 738 voix, soit 48,41%. Le parti du président Issoufou Mahamadou a tout de même célébré sa victoire devant le siège du parti sur fond d'ambiance. Bazoum Mohamed, le président du parti, ne perd pas espoir. La victoire est certaine au second tour. Si nous avons pour la première fois 48,41%, c'est la preuve que plutôt nous donnions plus de raisons à nos militants de se mobiliser, de croire à notre victoire. La victoire est très proche. Les partisans d'Ama Amadou également voient la victoire de leur champion se pointer à l'horizon. Ils comptent sur la solidarité et le report des voix des candidats malheureux. Inch'Allah, nous sommes très optimistes. Vous savez que techniquement, l'adversaire a atteint ses limites parce que l'adversaire a voulu partir seul. L'adversaire a demandé à tous ceux qui le soutiennent de le soutenir au premier tour. Nous n'avons pas fait la même chose. Ça veut dire que nous avons encore une marge de report de voix au niveau du second tour. Le second tour est prévu pour le 20 mars prochain. Au PNDS Tarayatou comme au Lumana, on se lance déjà dans la bataille avec les contacts qui sont engagés avec les candidats qui n'ont pas eu la chance d'être dans leur position. Reste à savoir si le second tour aura le même engouement que le premier tour qui a eu le mérite de faire un taux de participation record de 66,75%. Le chef de l'État sortant, Mahamadou Issoufou, qui a échoué vendredi à être réélu dès le premier tour de la présidentielle, devra affronter l'opposant Ama Amadou, pourtant emprisonné lors d'un second tour inédit. Une nouvelle qu'il accueille avec fair play. Je m'étais fixé pour objectif de gagner cette élection dès le premier tour. Mais Dieu a décidé autrement. Le choix de Dieu est toujours le meilleur. Les résultats provisoires que j'ai obtenus face à 14 adversaires sont impressionnants et sans précédent. Et quand je regarde la carte électorale du Niger aujourd'hui, quand je vois comment une vague rose a couvert toutes les régions du pays, j'ai un sentiment de fierté. Au Burundi, 5 chefs d'État africains ont effectué une visite de 2 jours pour tenter de convaincre le président burundais Pierre Nkurunziza et son opposition de relancer un dialogue de sortie de crise actuellement au point mort. Une visite qui intervient 2 jours après la venue à Bujumbura du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Une partie de l'opposition rencontrée par cette délégation de chefs d'État s'est dite déçue par le contenu des échanges. Des précisions à travers ce reportage.
Dépêchée par l'Union africaine, la délégation emmenée par le président sud-africain Jacob Zuma est composée des présidents mauritaniens, sénégalais, gabonais et du premier ministre éthiopien est arrivée à Bujumbura pour tenter de débloquer la crise politique dans laquelle est plongé le Burundi depuis 10 mois. Our mandate is to consult with all the important players here in Burundi. Notre mission est de consulter tous les partis politiques ici au Burundi face à la situation politique et encourager tous les acteurs à participer dans le processus de médiation facilité par son Excellence, le président Museveni, et que tous s'engagent activement dans le dialogue interburundais. Nous croyons fermement que les défis que le Burundi rencontre peuvent seulement être résolus via la participation de tous les partis dans un dialogue ouvert dont les résultats devraient être la paix, la sécurité et la stabilité pour le peuple du Burundi. À l'issue d'une rencontre avec la délégation, l'opposant Charles Nditidié a fait part de sa déception. Il dit avoir eu l'impression que les chefs d'État sont venus conforter Nkurunziza dans son 3e mandat. Léonce Ngenda Kumana, un autre opposant, s'est de son côté montré moins négatif, estimant que les leaders africains avaient compris la gravité de la crise. Pendant ce temps, le gouvernement burundais refuse de discuter avec une partie de son opposition, impliquée selon lui dans une tentative de coup d'État en mai 2015 et dans les violences actuelles. Il y a une plateforme qui est ouverte et que les citoyens, tous ceux qui souhaiteraient prendre la parole, sont les bienvenus. Sauf, bien entendu, ceux qui ont pris les armes. Parce que ça, c'est contraire à la résolution 2248 du Conseil de sécurité. Cette tentative de médiation intervient alors que la très grande majorité des représentants de l'opposition et de la société civile qui avaient été en pointe dans la contestation contre le 3e mandat du président Pierre Nkurunziza est en exil. Par rapport à cette actualité, les chefs d'État africains dépêchés par l'Union africaine se sont longuement entretenus vendredi avec le président Pierre Nkurunziza. Et ce, après avoir rencontré la veille des représentants de l'opposition qui ont insisté sur la nécessité d'organiser à l'étranger un dialogue incluant toutes les parties pour sortir de la crise. Suivant le chef de la délégation de l'Union africaine, le président sud-africain Jacob Zuma. J'ai eu l'opportunité de rencontrer son Excellence le président Pierre Nkurunziza et nous avons eu une discussion détaillée sur un certain nombre de dossiers. Toutes les rencontres ont été franches et nous avons pu discuter de nombreuses questions. Parce qu'il est tard ce soir, le communiqué arrivera probablement ce samedi et nous indiquerons les questions qui ont été abordées et sur lesquelles nous sommes tombés d'accord. Nous pensions simplement vous dire que nous avons eu une rencontre positive. Nous sommes d'accord sur de nombreux dossiers qui seront dans le communiqué. Donc, après le communiqué, vous pourrez poser vos questions. Le Bénin n'est pas divisé entre le Sud et le Nord, ni entre les régions et les religions. En ces propos sont du docteur théologien et géopolitologue Emmanuel Sédégan. En cette veille électorale au Bénin, il invite la population à ne pas tomber sous le charme des acteurs politiques à court d'idées et d'arguments. En attendant de retrouver l'intégralité de sa déclaration, nous vous en proposons un extrait. Le Bénin est enceinte d'une révolution qui ne peut pas être avortée, mais peut-être reportée. En parlant de l'injustice sociale et toutes ces choses-là, parce que si le chômage continue de cette manière à grandir, et que l'impunité l'accompagne, et que le chômage devient son lit, eh bien, nous ne pouvons pas inviter un printemps, je vais dire, que dis-je, un harmattan béninois. Donc l'harmattan béninois nous attend s'il n'y a pas quelqu'un qui puisse arrêter. Notre Parlement n'est pas un Parlement de développement, y compris l'administration. Au Parlement, les gens disent l'argent a circulé. Ça veut dire que ceux qui votent les lois reconnaissent qu'ils sont des marchandises qu'on peut acheter et vendre. À partir de ce moment, je crois que même le gagnant de ces élections
ça ne peut pas être un individu, ni un parti, ni un groupe de partis. Ça va être le peuple. Parce que nous avons un ennemi commun qui est la pauvreté, pas même la pauvreté, qui est la misère, qui est le chômage, les maladies, etc. Et le Bénin a besoin par là même d'une transition, d'une refonte même du programme de n'importe quel autre candidat qui dit mais qu'est-ce que je peux prendre de meilleur chez l'autre pour qu'on voit ce qu'on peut faire et que les cœurs soient désarmés. En tant que théologien, je ne peux que donner un exemple du premier discours de Jésus qui a dit ceci: heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils du Très-Haut. Je veux être de ces gens qui procurent la paix. Je l'annonçais en titre, en Somalie, au moins 12 personnes ont été tuées vendredi soir à Mogadiscio dans une attaque contre un hôtel et un jardin public voisin. Une attaque revendiquée par les insurgés islamistes Shebab. Aux environs de 19h45, 16h45 heure GMT, 2 explosions suivies de tirs à l'arme automatique ont secoué pendant plus d'une heure la capitale somalienne ce vendredi soir. L'une des explosions a eu lieu près du Peace Garden, un jardin public, et l'autre près de l'hôtel Sil. Au moins 12 personnes ont été tuées dans ces attaques. Nous étions en train de travailler dans notre salon de coiffure et nous avons entendu une très forte explosion. J'ai été blessé, c'est tout. Nous étions en train de prier à la mosquée du coin quand nous avons entendu une énorme explosion. Des maisons ont été détruites. C'était le choc. Et après l'explosion, nous avons entendu des coups de feu d'artillerie lourds. Alors qu'elle était toujours en cours, les islamistes radicaux Shebab ont revendiqué l'opération dans un bref communiqué posté sur leur compte Instagram. Pour rappel, les Shebab ont multiplié ces derniers mois les attentats meurtriers, notamment dans la capitale, depuis qu'ils en ont été chassés en août 2011 par la force de l'Union africaine, AMISOM. Une note sportive pour finir, Gianni Infantino, ainsi se nomme le nouveau président de la Fédération internationale de football. Jusque-là, numéro 2 de l'UEFA, ce juriste italo-suisse de 45 ans a été élu ce vendredi à Zurich avec 115 voix au second tour de l'élection. Le diplôme universitaire. We will work tirelessly, starting from myself. Nous allons travailler sans relâche, à commencer par moi, à travers les associations et les membres du staff, pour ramener le football à la FIFA et la FIFA au football. C'est ce que nous avons à faire et c'est ce que nous allons faire. Nous allons restaurer l'image de la FIFA et nous rassurer que tout le monde est satisfait de notre travail. En 2020, je vais voir un développement du football partout dans le monde, dans tous les pays, et je vais voir des actions concrètes menées par la FIFA et toutes les fédérations nationales pour développer le football. Bien sûr, le secrétaire général a un poste important. C'est comme ça que ça doit se passer. Je veux un secrétaire général très fort. Je l'ai dit dans mon programme et j'y crois. Si je suis président, le secrétaire général ne sera pas européen, donc il faut qu'on se penche là-dessus. Mais nous avons du temps. Nous discuterons pour décider du meilleur choix pour la FIFA et le football. Ainsi s'achève cette édition. Excellent week-end à toutes et à tous.